Bonjour, ici Bruno et bienvenue dans cette vidéo. Je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de 3 vidéos sur le thème choisir son courtier. Dans la première vidéo, celle-ci, on va voir quel est le type de relation qui existe entre les courtiers en crédit immobilier et la banque. Dans la deuxième vidéo, on va voir les avantages que vous pourrez tirer à travailler avec un courtier pour financer vos investissements immobiliers. Et puis dans la troisième vidéo, on va voir les limites et les petits inconvénients qu'il faut repérer lorsque l'on travaille avec un courtier pour être le plus conscient possible. Donc voyons maintenant tout de suite la relation qui existe entre le courtier et la banque. Pour illustrer cette relation qui existe, je vais prendre un article qui a été publié très récemment en 2017 par le site laviimo.com. Donc cet article s'intitulait Crédit immobilier, les courtiers sont devenus incontournables. Et il y a un chiffre clé dans cet article en tête, c'est que aujourd'hui, près de 40% des crédits ont été négociés en amont par un courtier. Une proportion qui a explosé par rapport à l'an 2000 où c'était que de 15%. Bon, alors le chiffre de 40%, j'ai vérifié, varie en fonction des enseignes de courtage qui annoncent leurs chiffres. En tout cas, on est en quelque chose entre 35 et 40%. Pour se mettre dans un contexte plus large, il faut néanmoins se rappeler que dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, les États-Unis, l'Angleterre pour ne citer que, le courtage de crédit est la norme, c'est la majorité. En Angleterre, c'est plus de 60% aujourd'hui. Alors, est-ce que le marché français se dirige vers cela? Et si oui, pourquoi? En voyant une telle explosion, on se dit que la banque y trouve un intérêt à travailler avec cet intermédiaire qui est le courtier immobilier. Et peut-être que vous aussi, justement, vous pourriez tirer profit de ce nouvel intermédiaire. Donc ça, on le verra dans la deuxième vidéo. Mais pour le moment, concentrons-nous sur la relation et qu'est-ce qui fait que c'est une relation potentiellement gagnant-gagnant. Donc, premièrement, on va voir en un, pourquoi les banques décident de travailler avec des courtiers immobiliers. En deux, comment se fait la rémunération de ces courtiers. Et puis, troisièmement, nous allons voir les limites de ce modèle, de cette relation et les boucliers qui se lèvent dans le monde bancaire pour essayer de freiner un petit peu l'explosion du courtage en crédit immobilier. Premièrement, pourquoi est-ce qu'une banque va décider de travailler avec un courtier? Ici, on a le courtier et ici, on a l'établissement bancaire qui octroie les prêts à des particuliers pour financer des biens immobiliers. Donc que ce soit en résidence principale ou en investissement locatif comme c'est notre cas en tant qu'immopreneur. Donc il faut bien comprendre que le crédit immobilier, ça a toujours été un produit d'appel pour les banques. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec les taux d'intérêt qui ont dégringolé et les marges qui se sont amoindries. Le crédit immobilier sert à capter des clients. Donc ça c'est premier point, le crédit immobilier il va servir à capter des clients et la banque va travailler avec un courtier pour essayer de capter une nouvelle clientèle, une clientèle différente. Effectivement aujourd'hui la principale manière pour un établissement bancaire de trouver des nouveaux clients c'est en faisant de la publicité. Donc si vous regardez un petit peu la télé ou les panneaux d'affichage dans la rue ou dans les magazines, vous voyez comment les banques dépensent en budget publicitaire pour vous faire venir chez elles. À coup d'arguments de transparence, de plus d'humanisme, etc., la banque veut que vous veniez chez elle. Mais une fois que ces panneaux d'affichage sont placardés, une fois que ces annonces sont diffusées à la télé, la balle est dans le camp du consommateur qui doit ensuite se diriger par lui-même auprès d'un établissement bancaire. Et on sait combien aujourd'hui les Français sont attachés à leur banque. D'ailleurs, c'est parfois un peu navrant parce que la mobilité bancaire est vraiment limitée, alors même que les gens payent des frais qui sont plus élevés que ce qui pourrait l'être. Les banques en ligne ont essayé un petit peu de taper dans la fourmilière et de faciliter tous les changements de banque pour attirer de nouveaux clients et pour permettre la mobilité bancaire. Il y a une industrie qui s'en est remarquablement bien tirée récemment dans ce domaine, c'est la téléphonie mobile, où à un moment, les gens étaient très liés avec leurs opérateurs.
Et ça, c'est peut-être sans doute dû au fait que depuis toujours, France Télécom était l'opérateur unique. Ensuite, il y en a des nouveaux qui ont apparu, mais on est toujours resté chez les mêmes. Avec l'arrivée de challengers tels que Free, la mobilité s'est accrue. Le mouvement s'est opéré aussi dans le milieu bancaire avec les banques en ligne, mais ça reste encore assez difficile. Donc, pour une banque, c'est important de capter des nouveaux clients et les courtiers vont leur permettre de faire ça, de permettre de capter des clients qu'ils n'auront peut-être pas eu. Pourquoi? Parce que les banques ont toutes une image. La Poste, par exemple, la banque postale, a plutôt une image d'une population assez vieillissante. A l'inverse, un réseau comme HSBC a plutôt une image élitiste. Et donc, les personnes vont se diriger vers tel ou tel établissement bancaire en fonction des pubs qu'ils ont vues et en fonction de l'image qu'ils ont des banques. Or, je l'ai dit, le crédit, c'est une manière pour la banque de capter un client. Le capter pour vendre ensuite d'autres produits. Des produits d'assurance, des produits d'épargne, des produits de bourse, des produits de crédit à la consommation. Même si le crédit ne rapporte pas beaucoup en soi, c'est un pied dans la porte pour vendre d'autres produits. Et le courtier immobilier va leur permettre de fournir ce volume de prospects pour capter le client qui pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans va être en relation avec une banque puisqu'elle va devoir lui rembourser un crédit. Le deuxième avantage de la banque à travailler avec le courtier, c'est au niveau des ressources qu'elle doit mettre en place pour vendre ce produit d'appel qui est le crédit immobilier. En effet, les banques, notamment depuis les crises économiques de 2008 qui s'est déroulée et qui a commencé aux États-Unis, doivent impérativement améliorer leur marge. Et pour cela, une des manières les plus faciles, c'est de limiter les coûts. Les coûts qui, dans la banque, sont principalement la main-d'œuvre et les implantations physiques des banques. Au niveau de la main-d'œuvre, qui vend les crédits immobiliers aujourd'hui? Ce sont les conseillers bancaires. Or, pour chaque client qui va souhaiter faire un prêt, le conseiller bancaire va devoir travailler et le recevoir pendant environ 1 heure. En travaillant avec un courtier immobilier, ce temps passé à dégrossir le dossier va être réalisé chez le courtier, donc en externe. Et le conseiller bancaire ou le réseau bancaire va juste lui avoir un dossier qui est normalement bien préparé et qui va prendre peut-être 15 minutes à analyser. Donc ici on voit vraiment une optimisation du temps et des ressources au sein de la banque qui fait préférer passer par un courtier immobilier. Il y a certains cadres de grandes enseignes bancaires qui disent même que dans quelques agences, l'équipe dirigeante est vraiment droguée au courtier immobilier et elle fait la plupart de ses crédits et de ses prospections via les courtiers immobiliers, quelque chose qui est beaucoup plus facile et qui va dégager du temps pour vendre à côté à ses clients historiques ou alors à ses nouveaux clients dans le futur, les produits qui ont une plus forte marge. Le troisième point qui a vraiment favorisé l'essor du courtage en crédit, c'est vraiment le fait de la flexibilité pour les banques. Si une banque a besoin soudain de faire de nouveaux prêts, elle va pouvoir ouvrir en grand les vannes auprès des courtiers. Donc comment ça va être fait? En leur donnant des incentives, leur donner potentiellement périodiquement une plus forte commission. Et comme ça, on va avoir un flux de nouveaux prospects pour répondre aux objectifs du siège. A l'inverse, si la tendance est plutôt à réduire le crédit, on va réduire la relation avec les courtiers. Et tout ça, c'est toujours mieux que de couper une relation avec les clients finaux directement parce que c'est pas bon pour l'image de la banque. S'il y a 10 personnes qui vont demander un prêt directement à la banque et que la banque leur dit non, 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 parce qu'elles ont des raisons internes, mais ça, le client final, il ne veut pas savoir. Ça va donner une mauvaise image à cette banque. Oui, c'est une banque qui finance mal. A l'inverse, en passant par le courtier, elle a un tampon et elle va pouvoir donner des directives à ses intermédiaires sans que sa réputation ne soit touchée. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, voyons un petit peu comment fonctionne la rémunération des courtiers. Il y a plusieurs modèles, mais voici les 2 modèles qui sont les plus fréquents. Ici le courtier, ici la banque, et donc ici, c'est vous, en tant qu'emprunteur demandant un prêt immobilier. Il y a 2 modèles, le premier on va le faire en vert. Dans les 2 modèles, la banque verse une commission
au courtier lorsque le prêt est signé. Une commission qui avoisine environ 1%. C'est-à-dire que si vous faites un prêt de 200 000 euros, et ben le courtier va toucher 2 000 euros. Donc ça, c'est vraiment une commission qui est faite dans les deux cas. Donc le deuxième cas, c'est le cas Orange. Il y a aussi une commission qui est versée par la banque. Les deux modèles, par contre, diffèrent dans la manière de rémunération entre le courtier et le client. Vous, en l'occurrence. Dans le modèle jaune, le courtier demande une rémunération au forfait à son client pour la réalisation du dossier, la préparation du dossier et la négociation du prêt. Dans le modèle qui semble à première vue le plus avantageux, eh ben le courtier ne demande aucune participation au client. Il se rémunère uniquement sur la rémunération versée par la banque. Alors on pourrait dire que ce modèle vert c'est mieux parce que ça va vous coûter moins cher. Nous verrons cependant dans la troisième vidéo pourquoi c'est peut-être un peu biaisé de penser comme ça et que ça peut mener à des conflits d'intérêts. Mais voilà, la rémunération s'effectue comme ça et en général, les frais qui sont occasionnés par l'utilisation d'un courtier sont amortis par le fait qu'il va vous trouver un prêt qui va être plus attractif que si vous y avez été en direct. Alors ça, c'est vraiment de manière pragmatique. Il n'y a vraiment pas de chiffres pour supporter cela parce que tout simplement, c'est impossible de se dire et de comparer si j'étais pas passé, combien ça m'aurait coûté puisque effectivement, on ne l'a pas fait. Donc troisième point de cette première vidéo, on va voir qu'il existe néanmoins certaines limites dans l'expansion de ce modèle de courtage en prêt immobilier d'intermédiaire bancaire que représente le courtier. Premièrement, il y a certaines banques qui commencent à en avoir assez que les dossiers présentés soient des dossiers, on va dire, bâclés. C'est-à-dire qu'au lieu de présenter des dossiers complets, qualitatifs, etc., et les courtiers se focalisent plutôt à faire de la quantité par rapport à de la qualité. Au départ, le deal pourtant, c'était que les courtiers facilitent le travail des banquiers et amènent des clients les plus qualifiés possibles. Or, peut-être parce que les contrats qui lient les courtiers et les banques sont de cette teneur-là, les volumes ont été privilégiés. Effectivement, on se rend compte que plus une enseigne fait de volume auprès d'une banque, plus elle peut se permettre d'avoir des taux bas. Et donc, dans son argumentaire marketing, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc voilà, les banques aujourd'hui remettent un petit peu en cause le modèle du courtage, si c'est pour aller juste dans un modèle d'apporteur de liste. Un deuxième point qui est également souligné par les enseignes bancaires, c'est le fait de dire que en donnant une place de plus importante au courtier immobilier, la banque va perdre sa relation directe avec le client. Et aujourd'hui, le courtier va pouvoir faire la pluie et le beau temps sur les banques. Vraiment, c'est le modèle de Booking dans l'hôtellerie. Nouvel intermédiaire qui est arrivé, Booking, aujourd'hui, c'est lui qui dirige les clients vers tel hôtel ou tel hôtel. Et les hôtels n'ont perdu cette relation directe avec le client et ils sont obligés aujourd'hui de payer des frais à booking.com qui lui grossit de plus en plus et prend de plus en plus de poids dans la relation avec le client. Donc les banques veulent vraiment essayer de minimiser cet impact-là et je lisais il y a un cadre d'une grande banque qui disait que pour lui il fallait garder la part des courtiers immobiliers, les transactions réalisées par des courtiers à 35-40%, donc tel que c'est aujourd'hui, et ne pas aller dans un schéma comme aux États-Unis ou en Angleterre où ça monte à plus de 60%. Il y a même des banques qui ont dit qu'ils allaient réduire drastiquement les liens qu'ils avaient avec les courtiers pour se focaliser uniquement sur certains et puis éliminer les autres qui ne sont pas assez efficaces ou qui sont trop volatiles. D'ailleurs, en aparté, il y a dans un autre article que j'ai lu un courtier qui disait que dans les banques mutualistes, type Crédit Mutuel, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de travailler et de s'imposer en tant que courtier immobilier parce que ces banques-là ont peut-être une relation avec leurs clients qui est plus élevée et plus intense. Et donc, ajouter un intermédiaire entre le client et la banque semble tout simplement plus difficile. Perte de relation client.
Donc voilà, maintenant qu'on voit un petit peu comment fonctionne cette relation et cet univers entre courtier et banquier, et ben on va voir comment vous pouvez en profiter, mais aussi on va voir ce en quoi vous devez faire attention avant de signer et comme toujours essayez de garder un petit contrôle et ne pas déléguer à 100% en laissant les choses dans les mains de quelqu'un d'autre à votre place. Je vous retrouve dans la deuxième vidéo tout de suite.